Aujourd'hui, dimanche 17 mai, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et oui, j'ai bien dit 2020. Pourtant, en France et partout dans le monde, il existe encore des agressions homophobes et transphobes. Dans certains pays même, ils progressent, que ce soit dans la rue, dans la sphère familiale ou sur le lieu de travail. Certains pays votent même aujourd'hui des lois ouvertement homophobes. Avec les élèves, nous avons souhaité poser des questions pour mieux analyser ce qu'était la transphobie et l'homophobie. Ce travail, c'est à nouveau la preuve de l'engagement des élèves, de l'engagement des enseignants et des personnels pour permettre à tous de vivre au lycée Louis Armand dans un climat de confiance, de sécurité, quelle que soit son identité. Nous avons donc interrogé Arnaud, porte-parole de l'association Stop Homophobie, Guillaume, chargé de la diversité et de la communication au sein du groupe BNP Paribas, et Anaïs de l'association Outrance. Voici leur réponse. Les deux, c'est le rejet d'une personne par rapport à ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est soit par rapport à son orientation sexuelle dans le cas de l'homophobie, soit par rapport à son identité de genre pour la transphobie. Et ça peut se manifester soit par une haine visible, ça peut être aussi un rejet qui peut être un peu plus latent et un petit peu plus lent et qui peut être un peu permanent. Dans les deux cas, la phobie, elle est constituée, que ce soit par une haine visible ou par un rejet de la personne. Alors, l'homophobie et la transphobie, je définirais ça comme le rejet de la différence et le rejet des personnes LGBT+, c'est-à-dire des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans. Euh, voilà, je pense que c'est une définition assez large, mais qui englobe assez bien ce que c'est. Et enfin, on peut peut-être rajouter que c'est aussi parfois des propos homophobes, des violences physiques, donc ça peut passer par plusieurs biais. Parce que sémantiquement, phobie, c'est la peur. Et bien souvent, l'argument que rétorquent les personnes qui font preuve d'homophobie ou de transphobie ou de biphobie, c'est bah non, ce que ça veut dire l'homophobie, c'est avoir peur des homosexuels. Or, j'ai pas peur des homosexuels, juste je les aime pas. Mais ça, c'est en fait, c'est déjà de l'homophobie. Donc, l'homophobie, la transphobie, la biphobie a une définition beaucoup plus large que la peur de l'autre. C'est réellement ce qui va englober toutes les attitudes et tous les actes de certaines personnes qui vont avoir une attitude qui sera négative à direction d'une personne en raison de son homosexualité ou alors quand je dis une attitude négative, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des injures, ça peut être des coups, mais ça peut être aussi des choses qui sont beaucoup plus subtiles, comme une approche de l'autre méprisant, une forme de dégoût qui se manifeste de différentes façons. Donc, voilà, donc c'est vraiment tout ce panel d'actes-là qui, selon moi, en tout cas, définit l'homophobie et la transphobie. Alors, un acte d'homophobie ou de transphobie, ça peut être tout simplement des propos qui sont tenus envers cette personne-là, des propos violents, de rejet, comme par exemple, on entend souvent des insultes telles que sale pédé ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont des propos homophobes. Un acte homophobe, ça peut être aussi des écrits sur les réseaux sociaux, ça peut être des violences physiques. Et tout simplement, ce qu'on peut conseiller à une victime, c'est de porter plainte euh, si jamais c'est un acte qui arrive dans le milieu de travail ou des violences physiques. Ça peut être de signaler sur les réseaux sociaux les propos homophobes. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à conseiller, enfin, de dire aux victimes qu'elles n'ont pas à être victimes et qu'il faut que tout le monde respecte tout le monde. On a tendance à penser que la trans ou l'homophobie, c'est forcément lié à une insulte, à une agression physique, à un moment de confrontation qui est très fort. C'est malheureusement souvent le cas, mais ce n'est pas forcément uniquement ça, et ce serait une erreur de penser que c'est exclusivement ça. Dans le cadre de la transphobie, par exemple, il peut y avoir une transphobie beaucoup plus pernicieuse, celle qui consiste, par exemple, à demander systématiquement le genre de la personne, parce que quand on est une personne trans, on a peut-être une difficulté à pouvoir remplir un formulaire avec homme-femme, celle qui consiste aussi à appeler la personne par le mauvais pronom, parce qu'on l'a connu d'avant et on va continuer à l'appeler avec l'ancien pronom, par exemple, pour moi, des gens qui vont dire il, ou pour un homme trans, des gens qui vont dire elle.
Ça peut faire aussi mal qu'une insulte et il y a même des mots qui peuvent être très très durs. Par exemple, très récemment, j'étais voir un médecin et qui, pour me parler des femmes cisgenres, donc des femmes qui ne sont pas trans, parlait des vraies femmes. Je ne suis pas une fausse femme, je suis une femme. Il n'y a pas des vrais et des faux. Et ça, c'est une transphobie qui est constituée, qui est réelle et qui peut nous atteindre directement. Après, il faut toujours essayer de se blinder contre les phobies, mais c'est très facile à dire, c'est très compliqué à faire, parce qu'il faut simplement être conscient que de toute manière, ça nous fera toujours mal, même si immédiatement on peut donner le change. Au fond, on sera toujours atteint par une agression, quelle qu'elle soit pernicieuse et lente ou qu'elle soit directe et frontale. La transidentité, c'est le fait d'avoir une identité de genre qui n'est pas conforme à celle qu'on va associer généralement au sexe assigné à la naissance ou au genre tel qu'il peut être fait par rapport à l'assignation à la naissance. Ça peut s'exprimer par la seule manifestation d'une identité de genre extérieure. Ça peut être aussi par des interventions médicales pour masculiniser ou féminiser son corps avec des hormones, des opérations. Et ça peut être aussi une modification de son identité sociale et légale, c'est-à-dire changer le prénom, changer de la mention de sexe sur ses papiers, donc ce qu'on appelle le changement d'état civil. On va parler d'une personne trans ou transidentitaire ou transgenre, mais on va éviter de parler d'une personne transsexuelle parce que c'est un terme qui a une connotation psychiatrique et qui laisse à penser que c'est une orientation sexuelle, comme on peut être hétérosexuel, on serait transsexuel, alors que ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. De même, dans la réalité, on ne change pas le sexe d'une personne, on va changer son genre. Le sexe est un élément biologique. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité de changer complètement ces éléments biologiques. On ne va pas changer, par exemple, les chromosomes d'une personne. On peut changer ces appareils génitaux dans leur apparence extérieure. Mais profondément, on ne changera pas réellement le sexe d'une personne. Donc, on est vraiment sur un changement de genre et pas tant sur un changement de sexe. C'est pour ça qu'on parle plus de personnes transgenres plutôt que de personnes transsexuelles. Par contre, si une personne elle-même se définit comme transsexuelle, libre à elle de le faire et il faut le respecter en tant que tel. Donc, c'est important de toujours écouter la personne en face pour la désigner comme elle souhaite être désignée. De la même façon, au niveau des pronoms, dans la plupart du temps, on va essayer d'être toujours par rapport à la destination de la personne. C'est-à-dire que si c'est un homme trans, ce qui va être intéressant, c'est de parler d'un homme. Le fait que ce soit un homme trans en soi n'est qu'un élément supplémentaire. Mais donc, on va le genrer au masculin. Une femme trans, on va la genrer au féminin parce que c'est une femme. En tout cas, j'espère que vous me reconnaissez comme telle que j'apparais là. Donc, on va toujours utiliser les pronoms de destination, mais il peut aussi y avoir des cas particuliers, celui des personnes non binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne s'identifient pas forcément au final comme un homme ou une femme, mais qui savent qu'ils ne sont pas leur point de départ, quoi qu'il arrive. Et auquel cas, ces personnes-là peuvent, à des moments différents, choisir des pronoms différents et demander à être genrées de façon différente selon la période où elles sont. De la même façon, on va avoir des personnes trans qui vont être en transition et qui ne vont pas souhaiter encore avoir leur pronom ou leur prénom de destination parce qu'elles ne sont pas suffisamment en confiance ou à l'aise avec leur apparence. Et donc, ça peut être un handicap social d'avoir un prénom ou un pronom qui ne correspondrait pas à la manifestation du genre au moment où elles sont en train de parler. Alors, donc, moi, ça va, je suis encore assez jeune, donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir vu les choses déjà qui ont bien évolué. À l'époque, c'est vrai que quand je discute avec d'autres personnes du réseau Pride chez BNP Paribas, elles ont pu avoir des vécus un peu plus difficiles avec des personnes qui ont été rejetées par leur famille, des personnes qui ont eu du mal dans leur milieu professionnel, à l'époque, dans leurs anciennes entreprises, à se faire accepter tels qu'ils étaient, et du coup, ils se cachaient. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est sur une évolution assez positive. Les personnes sont un peu plus libres d'être qui elles sont et surtout elles se sentent peut-être un peu plus en sécurité pour pouvoir être elles-mêmes en entreprise et dans la société. Donc je dirais que c'est une évolution assez positive. Cette évolution, elle est principalement due à la date de l'année 2013, puisqu'en 2013, la question législative de l'ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe s'est posée, et dans son sillage, celle de la possibilité pour
les couples lesbiens et pour les femmes célibataires de fonder une famille en passant par le système de la procréation médicalement assistée. Donc, c'est vraiment depuis 2013, en tout cas, que ces questions occupent un tel espace médiatique et les débats. Alors, est-ce que pour autant, ça a fait évoluer les mentalités ? Oui, mais ça a aussi mis en avant certaines mentalités qui n'étaient pas forcément favorables aux personnes homosexuelles et aux personnes transgenres. Et donc ça s'est exprimé par des manifestations qui ont groupé quand même beaucoup de monde. Et malheureusement, à la suite de ces manifestations, on a aussi constaté une augmentation importante des agressions des personnes homosexuels et transgenres et une augmentation aussi des débats haineux et violents. Donc, parler d'évolution des mentalités, c'est peut-être beaucoup dire parce que les mentalités, on a encore un peu de mal à parfois. Et cette évolution du droit, le grand événement depuis le Pacs, eh bien, c'est le mariage pour tous. Et donc ça, c'est un texte de loi qui a été adopté en mai 2013. Et alors, comment je l'ai vécu ? Eh bien, pour ce qui est de l'évolution des droits, je l'ai bien vécu parce que c'est une belle victoire et c'est important que les personnes concernées par ces textes de loi soient reconnus comme n'importe quel citoyen aux yeux de la loi. C'est les intégrer à la nation, à la société, et ça, c'est indispensable. Alors évidemment, il y a le revers de la médaille, hein, c'est ce que je viens de dire, c'est l'agressivité dans le débat, c'est l'augmentation des agressions verbales, physiques, c'est 300 000 personnes qui manifestent homosexuels, et on leur prétend des choses tout à fait en dehors de la réalité. Donc ça, évidemment, c'était moins agréable et même destructeur pour beaucoup de personnes homosexuelles. Pour moi, la clé, c'est la visibilité. Elle peut être très importante avec la télévision, même si la télévision va être souvent suiveuse par rapport à la société plus que précurseur. Mais la très grosse évolution, c'est Internet, où la circulation d'informations est vraiment très, très importante et on peut avoir accès à des informations pour lesquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Il y a des personnes qui sont reconnues comme homo aujourd'hui, qui s'identifient comme telles, qui racontent que quand elles étaient enfants, qui ont plus de 50 ans maintenant, et qui racontent que quand elles étaient enfants, simplement le terme homosexualité ou savoir que des personnes pouvaient être homosexuelles, c'était juste pas dans leur imaginaire, ça n'existait simplement pas. Donc quand ces personnes-là, enfants ou ados, commencent à découvrir un petit peu leur orientation sexuelle ou leur identité pour les personnes trans, là pour le coup, si on n'a pas de modèle, si on ne sait pas que ça existe, on se pose des tonnes de questions par rapport à soi-même. Donc cette visibilité qui est donnée grâce à Internet, où si on se pose une question, on peut aller poser la question dans les forums, dans des groupes et commencer à obtenir des réponses et savoir simplement que ça existe, c'est une révolution énorme pour les personnes. Maintenant, avec la visibilité qu'on peut avoir via des forums, on peut voir des personnes trans qui ont une vie entre guillemets normale, qui ont un métier, qui vivent sans difficulté. Et ça change tout parce que ça rend possible une transition et ça rend possible pour les gens de vivre tels qu'ils sont réellement et non tels qu'on les oblige à être. Alors, qu'est-ce que le mariage pour tous a apporté ? Tout simplement, ça a apporté la reconnaissance de l'amour, j'ai envie de dire, puisque ce qui fait plaisir en fait avec le mariage pour tous, c'est que n'importe quel couple peut se marier. Donc avant, c'était juste un homme et une femme qui pouvaient célébrer leur amour. Là, c'est juste une égalité des droits et tout le monde peut célébrer son amour de la même façon. Donc, je pense que c'est un très beau message. Pour les personnes spécifiquement, le mariage pour tous, ça a simplifié les démarches de changement d'état civil. C'est-à-dire qu'avant la loi sur le mariage pour tous, une personne trans qui était mariée devait divorcer pour obtenir son changement de mention de sexe à l'état civil, afin de ne pas se retrouver avec un couple homo qui serait créé par le changement de sexe.
vu que le couple homo n'existait pas. Si on changeait le sexe d'une des deux personnes dans le couple hétéro, forcément, ça devenait un couple homo. Donc, il y avait une obligation de divorcer, même si on restait avec la même personne et même si on continuait la vie maritale, pour pouvoir avoir ce changement-là. Donc, ça, déjà, ça a simplifié pour les personnes trans, mais la vraie simplification, elle est par la suite, avec la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et qui a facilité encore les démarches de changement de genre, même si c'est loin d'être suffisant, parce que ça reste encore une procédure qui est semée d'embûches, et on aimerait que ce soit encore plus simple, nous, en tant qu'association. Bien sûr, il y a une question de visibilité qui peut générer la haine, mais l'absence de visibilité peut être encore plus destructrice, parce que on voit qu'au fur et à mesure que ça devient plus normal, entre guillemets, les mentalités évoluent, les mentalités changent, et les opposants au mariage pour tous qui nous promettaient la fin du monde, bah, jusqu'à là, avant le coronavirus en tout cas, on survit. Et puis après, au niveau de la diffusion médiatique, donc ça a clairement permis d'avoir un peu plus de visibilité autour des sujets LGBT+. Ça a pu aider des personnes peut-être à se sentir plus libres d'être qui elles sont, de libérer la parole aussi sur le sujet. Après, les inconvénients, je dirais qu'il y a eu peut-être un peu trop de diffusion des propos homophobes qui pouvaient être tenus par la Manif pour tous, entre autres. Donc voilà, donc ça, c'est les effets négatifs. Ça a pu exacerber aussi quelques haines envers les LGBT et donc de l'homophobie, de la transphobie, enfin des LGBT-phobie en général. Donc ça, je dirais que c'est l'inconvénient. Mais ça a aussi permis de montrer qu'il y avait une grande partie de la population qui était supportive de la diversité et des LGBT. Ça a ouvert le débat, pour le meilleur comme pour le pire. Ça a réintégré les couples homosexuels qui, d'une certaine manière, n'étaient pas considérés comme les égaux des couples hétérosexuels avant cette loi, puisqu'il existait une discrimination dans la loi. Donc ça a remis les couples homosexuels en tant que personnes, en tant que citoyens au sein de la société. Donc pour ça, c'était essentiel. Ça a effectivement eu comme effet d'augmenter également le traitement médiatique de ces questions. Alors ça a des avantages. Moi, je pense que il est important de pouvoir débattre de tout et que de mettre un sujet de société, parce que la famille, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est quelque chose qui fait société, notre société est articulée autour. Donc c'est important de pouvoir mettre ces débats au sein du débat médiatique, parce que ça intéresse les gens à la question, ça fait naître chez certains des interrogations, et donc toute réflexion autour est bonne. Maintenant, évidemment, il y a eu des débordements, des gens qui sont partis dans la mauvaise direction, soit par absence de connaissance du sujet, soit par homophobie ou transphobie. Et évidemment, il y a certains médias qui ont donné beaucoup la parole, mais vraiment beaucoup et beaucoup trop, je pense, aux personnes qui faisaient preuve d'homophobie ou de transphobie, quitte à ce que cette parole homophobe et transphobe, elle aille atteindre d'autres personnes qui n'avaient pas forcément un avis transphobe ou homophobe à la base et qui ont pris les réflexes et le langage de ces personnes-là et d'une certaine manière sont devenues elles aussi homophobes et transphobes. Et donc ça, évidemment, c'est un problème et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'associations aujourd'hui se battent pour qu'il y ait beaucoup plus de sujets positifs autour de l'homosexualité et de la transidentité sur les chaînes publiques, les radios, justement pour corriger un petit peu de toutes ces discussions, de tous ces dialogues qui ont fait naître beaucoup de débats totalement erronés sur le sujet et qui ont favorisé l'homophobie et la transphobie. Sur le changement légal d'identité, il y a deux niveaux. Il y a le changement de prénom et ce qu'on appelle le changement d'état civil. Le changement d'état civil étant le changement de la mention de sexe à l'état civil, qui peut inclure aussi le changement de prénom si on ne l'a pas fait avant. Changement de prénom, ça peut se faire à tout âge, et ça se fait auprès de la mairie de naissance ou de résidence. Par contre, si c'est avant 18 ans, il faut qu'il y ait l'autorisation des dépositaires de l'autorité parentale, donc la plupart du temps des parents, pour que ça puisse être fait.
À l'inverse, le changement d'état civil, c'est-à-dire le changement de la mention de sexe à l'état civil, ça se fait au tribunal judiciaire, l'ancien tribunal de grande instance, qui est tribunal judiciaire depuis le mois de janvier dernier. Et c'est possible qu'à partir du moment où on est majeur, donc à partir de 18 ans, ou à partir de 16 ans, si on est un mineur émancipé. Et on a des personnes qui demandent l'émancipation, c'est-à-dire devenir responsable légalement de ses actes dès 16 ans, pour pouvoir engager cette demande de changement de mention de sexe à l'état civil. Ce sont des démarches qui nécessitent juste un dépôt avec quelques témoignages pour le changement de prénom. Et pour le changement d'état civil, c'est une requête auprès du greffe du tribunal qui est un peu plus complète, mais qui ne nécessite pas forcément d'avoir un avocat pour nous accompagner. Donc potentiellement, les deux démarches sont des démarches gratuites et après, ça permettra de changer tous ces papiers d'identité. Pour les entreprises, potentiellement, les entreprises, elles peuvent accompagner les personnes trans dans la limite simplement des documents contractuels. C'est-à-dire que rien n'empêche de changer l'adresse email d'une personne en utilisant son prénom d'usage ou la civilité, monsieur ou madame, que la personne souhaite avoir. Rien n'empêche de changer les badges d'accès ou tous les éléments qui constituent la vie dans l'entreprise. Et c'est à peu près la même chose au niveau des écoles. La seule chose, c'est qu'il y a parfois certains éléments qui sont des éléments légaux qui, là, doivent se baser sur l'identité légale. C'est-à-dire que si on n'a pas fait son changement de prénom ou son changement de mention de sexe à l'état civil, on aura toujours le prénom légal qui sera, par exemple, sur la fiche de paye ou sur le contrat de travail. Et on aura potentiellement toujours aussi le numéro de sécurité sociale qui commence par un 1 pour les hommes ou par un 2 pour les femmes, qui, lui n'ayant pas changé, sera toujours aussi présent dans les documents administratifs à ce moment-là. Sortie de ces éléments strictement légaux, l'entreprise peut sans aucun problème accompagner les personnes trans. Alors ça change vraiment en fonction des différentes entreprises. Il y a des entreprises qui permettent de changer son état civil au travail à partir du moment où le salarié en fait la demande. Donc, par exemple, quand il commence sa transition, donc sans avoir à attendre que son état civil ait changé de manière officielle sur sa carte d'identité ou ses papiers d'identité. Et puis, dans d'autres entreprises, il faut attendre pour le coup que la transition soit finie et que l'état civil ait changé pour qu'il soit changé dans l'entreprise. Donc, pareil, l'accompagnement à la transition, ça va vraiment dépendre des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et par exemple, le BNP Paribas, un salarié qui change de sexe dès le début de sa transition, quand il le signale au RH, est accompagné pour pouvoir avoir le changement au plus vite dans l'entreprise. Et c'est fait aussi dans d'autres entreprises, donc les entreprises peuvent les accompagner. Alors, l'intérêt de la politique d'ouverture et de diversité dans les entreprises, c'est tout simplement de créer un environnement de travail dans lequel les gens se sentent en sécurité, dans lequel ils vont pouvoir être eux-mêmes et ne pas perdre de temps à réfléchir comment se comporter dans leur milieu de travail. En fait, pour vous donner un exemple, le lundi matin, quand les gens arrivent à la machine à café et qu'ils parlent avec leurs collègues, en général, ils évoquent ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Si une personne est partie, un homme est parti en congé avec un autre homme pendant le week-end, son mari, le lundi matin, si le milieu de travail n'est pas inclusif et qu'il a peur que ses collègues soient homophobes, il ne va pas oser le raconter. Et donc, du coup, quand on va lui poser des questions, il va essayer d'éviter le sujet, etc. Pendant toute la journée, il va peut-être cacher son téléphone pour pas qu'il y ait son fond d'écran qui soit visible, pour pas qu'on voit que quand chéri appelle, c'est un homme et pas une femme. Donc voilà, et en fait, tout ça, il y a des études de l'OCDE qui prouvent qu'une personne qui n'est pas out au travail est 30% moins productive qu'une personne qui est out au travail. Parce qu'en fait, ces personnes-là vont passer plus de temps à réfléchir à comment se cacher plutôt qu'à faire leur travail efficacement. Donc les gains, tout simplement pour les entreprises, ça va être déjà le bien-être de leurs employés. Ça va faire en sorte de pouvoir attirer des talents aussi, des talents qui voient qu'une entreprise a une politique de diversité ouverte et inclusive, vont se dire qu'ils peuvent aller travailler là-bas. Il va y avoir un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. Et les risques par rapport à la clientèle et au public, on peut toujours se dire qu'effectivement, il y a des clients qui vont mal réagir. Ceci dit, les clients qui vont mal réagir, c'est des clients qui, dans ces cas-là, n'acceptent pas la diversité. Et est-ce que ce sont des clients que les entreprises veulent avoir? C'est un grand débat. À mon avis, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est bien par rapport aux clients, puisqu'ils vont voir que l'entreprise avec laquelle ils travaillent est ouverte sur ce sujet-là,
que les entreprises ont aussi un rôle pour faire progresser la société. Et donc, je pense que c'est plutôt un beau message qui est envoyé à la clientèle. Il y a un article du Code pénal, qui est l'article 225.1 et suivant du Code pénal, qui prévoit 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement pour toute discrimination sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre. Donc, l'identité de genre inclut les personnes trans et potentiellement le choix des personnes trans de vivre leur identité. C'est valable pour la vie de tous les jours, mais c'est valable aussi en particulier pour les entreprises. Donc, potentiellement, si on se rend compte qu'il y a une discrimination dans une entreprise dans ce cadre-là, elle peut tomber sous le coup de cette loi-là. La seule difficulté qu'il va y avoir, c'est que parfois c'est compliqué à prouver et à constituer. Il y a des cas où c'est très facile parce que du jour au lendemain, l'attitude de l'entreprise change, mais il y a des cas où on ne pourra pas le prouver. Par exemple, quelqu'un qui serait en CDD, qui arriverait au bout de son CDD, ça peut être très compliqué de prouver que le non-renouvellement du CDD est lié à l'identité de la personne, l'identité de genre de la personne, plutôt que simplement parce que la personne ne fait pas l'affaire. Donc, dans ce cadre-là, ça sera assez compliqué de poursuivre l'entreprise. À l'inverse, il y a d'autres cas où ça peut être assez facile d'identifier un changement d'attitude net de l'entreprise qui pourrait être constitué comme étant une discrimination. En revanche, dans les entreprises, ça va vraiment dépendre encore une fois de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont avoir une politique de tolérance zéro envers les LGBT-phobies. Donc, dès qu'une personne va être victime de LGBT-phobie, elle va aller voir les RH, elle va leur exprimer le problème, et les RH, ensuite, derrière, vont mener une enquête pour voir ce qui s'est passé, et derrière, prendre des sanctions envers la personne qui a fait cet acte homophobe. Donc ça, alors, la discrimination, c'est large. Et les peines et sanctions, on les encourt quand c'est du droit pénal, effectivement, dans la société, ainsi que dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, il y a en plus tout le volet disciplinaire, puisque de la même manière qu'au lycée, vous êtes obligé de respecter le règlement intérieur du lycée, dans l'entreprise, vous êtes obligé de respecter le règlement intérieur de l'entreprise, en plus des lois. Et que le défaut de respect du règlement intérieur de l'entreprise peut conduire votre employeur à prendre à votre encontre différentes sanctions, que ce soit des mises à pied, des rétrogradations, voire des licenciements. Et encore une fois, ce n'est pas parce que votre employeur vous aura licencié que derrière, la personne qui aura été victime de discrimination de votre part n'ira pas saisir le juge pénal pour en plus faire sanctionner un délit, une infraction ou toute autre chose. Et donc, sur les sanctions ou peines, eh bien, en fait, elles dépendent du type de délit. Donc, la discrimination, elle s'exprime de différentes manières. Elle peut s'exprimer du fait d'une injure, du fait d'une agression physique, du fait du harcèlement, du fait d'une incitation à la haine. Et donc, tout ça, ce sont des discriminations qui, selon le type de délit qui est commis, l'importance du délit, les circonstances aggravantes éventuelles, le fait que ce soit en public. Par exemple, vous savez que sur Internet, quand vous écrivez quelque chose alors que votre profil est public, vous êtes automatiquement dans une expression publique. Et donc, si vous injurez une personne en raison de son homosexualité ou de sa transidentité sur Internet, ce sera de l'injure homophobe ou transphobe public. Et donc, ça, c'est une circonstance aggravante. Si en plus, vous êtes plusieurs à le faire, vous êtes en plus en groupe. Donc, c'est une autre circonstance aggravante. Donc, ce sont des peines à chaque fois financières qui peuvent s'accompagner d'un emprisonnement. Et ces peines sont de plus en plus importantes selon l'ensemble de ces circonstances aggravantes. A priori, non, elle n'est pas censée l'être, mais ça peut l'être aussi si les collègues ou les employeurs sont transphobes. Donc, comme je le disais, les peines du code pénal dont je vous parlais, elles sont applicables de la même façon, même si, encore une fois, ça peut être parfois un peu difficile à constituer et ça peut même simplement rendre la vie un petit peu invivable en entreprise. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui font leur transition en conservant leur emploi sans difficulté. Par contre, il peut y avoir des questions à se poser au sein de l'entreprise pour l'adaptation du poste ou l'adaptation des conditions de travail.
Par exemple, pendant une période de transition, ça peut être compliqué qu'une personne aille dans des toilettes qui vont être genrées homme ou femme, et donc essayer de neutraliser les toilettes ou de donner à disposition des toilettes neutres peut permettre d'aider cette personne-là pendant sa transition, en tout cas, à pouvoir ne pas être mal à l'aise en allant dans les mauvais toilettes, ou en tout cas dans des toilettes où elle sera pas complètement à l'aise. Donc ça, c'est de l'adaptation qui peut se faire et qui peut être accompagnée par l'entreprise. Et la grosse difficulté qu'il peut y avoir, c'est dans la période de transition où on peut être amené à continuer, entre guillemets, à jouer un rôle qui n'est pas le sien, tant qu'on n'est pas réellement à l'aise avec sa transition et donc l'expression de son genre. Et cette période-là peut être un peu difficile pour l'image de l'entreprise qui va considérer que la personne ne correspond pas forcément à l'image qui va bien, et même pour la personne elle-même qui va se sentir mal à l'aise aussi d'être dans cet entre-deux, d'avoir à se constituer dans l'entre-deux. C'est pour ça qu'on a des personnes qui vont choisir de maintenir une expression de genre qui correspond à leur genre initial et basculer un peu plus tard sur une expression de genre qui va correspondre à leur genre réel et final. Elle ne devrait pas l'être. Il y a tout un tas de garanties légales qui interdisent tant à un employeur qu'à des collègues de bureau de porter atteinte à la dignité d'une personne en raison de sa transition. Donc, elle ne doit pas l'être. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est jamais, parce que malheureusement, on vit encore dans une société mal informée sur ces sujets. Et donc, la transphobie s'exprime. Elle s'exprime au travail, elle s'exprime sur Internet, elle s'exprime dans la rue. Et la période de la transition n'est pas la plus facile parce que psychologiquement, d'abord, elle est bien souvent éprouvante pour les personnes qui sont en transition. Et puis, c'est une période où vous changez physiquement, psychologiquement, et donc ça se remarque. Et donc, nécessairement, quand ça se remarque, les personnes qui ressentent de la haine pour les personnes transgenres expriment leur haine à ce moment-là. Donc en ça, ça peut être problématique. Mais en tout cas, tout normalement doit être fait pour protéger la personne en transition et encore plus dans une entreprise. Parce que dans une entreprise, l'employeur a un devoir de protéger ses salariés. C'est ce qu'on appelle son obligation de sécurité. Et donc, tout devrait être fait pour le protéger dans le cadre de l'entreprise et de l'exercice de ses fonctions de différentes pressions, qu'elles viennent encore une fois de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques. J'ouvrirai ça avec une autre question. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont difficiles si on est un homme ou une femme? Globalement, les difficultés, ça va être les mêmes. Typiquement, si on est sur un métier qui est quasiment exclusivement masculin et qu'on est une femme au sein de ces métiers-là, on aura des difficultés. Si on est une femme trans, on aura potentiellement les mêmes difficultés dans ce type de métier. De la même façon, un métier où on identifie, qui est très identifié pour des femmes, un homme trans au sein de ces métiers aura les mêmes difficultés qu'un homme cis au sein de ces métiers. Donc c'est le genre qui va poser la difficulté au sein d'un métier. Pour le reste, le fait d'être trans ne change pas grand-chose. D'accord, très bien. Donc, du coup, je vais poser une dernière question. Doit-on informer sa hiérarchie de sa transition lors de son embauche? Alors, c'est assez difficile de répondre à ta question parce qu'elle est pertinente, mais c'est prendre le risque, moi, de me retrouver dans la position où je ferais des généralités. Et typiquement, c'est ce que je disais plus tôt à ta camarade. Les généralités, c'est ce qui conduit justement à dire des bêtises sur un groupe de personnes. Donc, il y a malheureusement de la transphobie dans tous les métiers.
parce qu'il y a autant de personnes différentes qui travaillent dans tous les métiers. Et je ne crois pas qu'il soit judicieux de prendre le problème dans ce sens-là, parce que ce serait ne s'intéresser qu'à certains corps de métier en se disant que c'est forcément ici qu'il y a les problèmes, et donc passer nécessairement à côté de problèmes qui existent dans d'autres corps de métier. Donc, il faut être capable d'ouvrir le débat sur la transidentité et l'homosexualité dans tous les corps de métier. Et même si on pourrait penser que dans certains métiers, la transidentité est plus un problème qu'ailleurs parce qu'elle s'exprime de manière plus franche, il y a des métiers où la transphobie s'exprime d'une autre manière, beaucoup plus insidieuse. Et pour autant, c'est autant, sinon plus, destructeur pour les personnes qui en sont victimes. Non, clairement non. De la même façon qu'on ne va pas leur dire si on a été opéré de l'appendicite quand on avait 10 ans ou si on aime le football, ça c'est notre vie privée, ça dépend que de nous. La nuance qu'il peut y avoir, c'est si on n'a pas fait sa transition légale, c'est-à-dire si on a encore un prénom légal qui est différent du prénom qu'on peut utiliser, et si on a encore un genre légal qui ne correspond pas au genre que l'on affirme, là, à ce moment-là, on peut être amené à informer, ce n'est pas sa hiérarchie, mais ça va être les RH qui seront informés. Et si on dit au RH, vous voyez que mon prénom légal, ce n'est pas celui que vous pensiez et que mon genre légal n'est pas celui que vous pensiez, par contre, vous n'avez pas le droit de le divulguer aux autres personnes dans l'entreprise. Si les RH divulguent l'information, c'est une atteinte à la vie privée, elles peuvent être poursuivies pour ça. Donc, c'est simplement l'aspect strictement légal et au moment où on va faire les papiers, que ce soit contrat de travail ou bulletin de salaire, où ça peut changer. Et c'est seulement pour le cas d'une personne qui serait soit encore en transition, soit qui n'aurait pas fait de transition sociale, en tout cas de transition légale, changement d'état civil, changement de prénom. Mais quelqu'un qui a fait déjà son changement d'état civil ou son changement de prénom, il n'y a aucune raison qu'elle ait besoin d'informer à qui que ce soit au moment de son embauche sur le fait qu'elle puisse être une personne trans ou pas. Non, c'est une information personnelle qui n'a absolument rien à voir avec vos compétences professionnelles. Or, un entretien d'embauche n'a vocation qu'à jauger de vos capacités professionnelles et de leur adéquation avec la demande, le besoin de l'entreprise. Votre transition n'a absolument rien à voir avec vos compétences professionnelles, pas plus que d'autres informations personnelles qui ne doivent jamais vous être demandées. Votre orientation sexuelle, vos croyances religieuses, votre volonté à fonder une famille un jour, tout ça, ce sont des informations qui sont strictement personnelles et qui, en aucun cas, ne regardent votre employeur. De la curiosité, beaucoup, parce que les gens ont du mal à imaginer simplement que les personnes trans puissent exister. Je parlais de visibilité, on en a très peu dans la société, et donc du coup, quand on commence à leur expliquer qu'on est une personne trans, il faut souvent faire une très 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 grande explication pour expliquer ce que c'est depuis le début. Moi, j'ai fait ma transition très tardivement. J'ai 49 ans, je l'ai faite il y a un an, un peu plus d'1 an maintenant. Donc, j'ai eu plus des réactions d'admiration de personnes qui me disent avoir été très, très courageuses de le faire aussi tard et d'avoir une telle modification dans ma vie alors que ma vie est complètement installée, qu'autre chose. Et j'ai eu un petit peu de rejet quand même, très peu, beaucoup moins que je ne pensais, mais j'ai quand même eu quelques personnes avec qui je n'ai strictement plus de contact maintenant et qui me considèrent quasiment comme morte. D'accord, merci. Avec le recul, comment avez-vous vécu votre scolarité au lycée? Alors, de mon côté, j'ai été confronté à de très bonnes réactions et de très mauvaises réactions. La plus mauvaise réaction, ça a été au niveau du contexte familial. Au début, ça a été assez mal accepté par mes parents. Donc, il a fallu vivre avec ça et puis arriver à faire en sorte que les choses changent. Et aujourd'hui, je suis très contente puisque mes parents ont fait beaucoup de chemin depuis. Et puis maintenant, ils me soutiennent et m'acceptent largement comme je suis. Et puis après, avec mes amis, ça s'est toujours très bien passé. Au travail aussi. Quand j'avais commencé en tant que stagiaire à l'époque, j'avais un peu peur de la transition milieu étudiant, milieu professionnel, parce que je ne savais pas si on pouvait le dire en entreprise, etc. Et aujourd'hui, je suis vraiment
épanoui dans l'entreprise et je peux m'investir sur des sujets de diversité et d'inclusion, notamment via un réseau professionnel LGBT+ et alliés. Donc voilà, de très bonnes et de moins bonnes réactions. Quelles sont les différentes réactions auxquelles vous êtes confrontés? Eh bien, tout le panel de réactions désagréables auxquelles sont confrontées les personnes homosexuelles lorsqu'elles se disent homosexuelles, mais aussi toutes les réactions bienveillantes de gens qui cherchent à avoir les bons mots, à faire preuve d'empathie, à essayer de comprendre. Donc, c'est assez difficile de te répondre. D'abord parce que j'aime pas trop parler de moi. C'est pour ça que je porte-parole. Je m'exprime pour une association et pas pour ma propre personne. Mais parce qu'il y a beaucoup de réactions. Donc, voilà, il y a eu du rejet, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des questions qui étaient bien posées, il y a eu des questions qui étaient mal posées, mais parce que quand c'est des questions qui sont posées par la famille, eh bien, il y a une charge émotionnelle qui accompagne tout ça. Et puis, il y a aussi un manque de connaissances de la part de ceux qui posent ces questions. Il y a eu des trucs moins cool. Il y a eu des insultes dans la rue parce que moi, je me suis jamais caché de quoi que ce soit. Donc, quand tu tiens la main à ton copain et que tu es un peu jeune, et s'il y a une voiture qui passe, tu peux te faire klaxonner, te faire insulter. Il y a eu des tentatives d'agression physique aussi au collège, parce que je crois que le collège, c'est une période de la scolarité qui n'est pas hyper agréable, parce que les jeunes sont assez difficiles les uns entre les autres. Donc voilà, donc il y a eu des choses pas chouettes. Il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus touchantes. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais je crois que mon cas est malheureusement une généralité. Ce qui est hyper rassurant, en fait, c'est que des jeunes de votre génération à vous posent ce genre de questions. Donc, ça veut dire que de plus en plus, vous y réfléchissez, de plus en plus, vous êtes intéressés à ça. Et en fait, en posant des questions, vous allez finir par obtenir des réponses. Ça va devenir des basiques chez vous de pas poser certaines questions qui sont complètement déplacées aux gens. Et puis, il y aura de plus en plus de personnes qui, parmi vous, trouveront que l'homophobie, la transphobie, c'est carrément grotesque. Et donc, quand d'autres jeunes ou des moins jeunes en feront preuve, vous serez de plus en plus nombreux à leur dire que c'est absurde de se comporter de la sorte. Et c'est eux qui deviendront les losers. Et donc, ça, c'est une belle victoire. Donc, j'ai bon espoir que ce que moi j'ai vécu, d'autres le vivent pas. D'accord, donc merci de cette réponse. Je vais passer à la prochaine question. Donc, avec le recul, comment avez-vous vécu votre scolarité au lycée? Ouais, vous allez être déçus, moi je suis pas allé au lycée. J'ai quitté avant et j'ai fait une capacité en droit pour ensuite faire ma faculté de droit. Donc Joker. Pour le coup, j'ai bien vécu ma scolarité au lycée. Après, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que j'avais pas encore compris que j'aimais les garçons. C'est venu après le lycée. J'ai commencé à le comprendre, je pense, en première, mais le temps que je comprenne que c'était vraiment ça, c'était déjà la fin de la terminale. Donc, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai eu de la chance dans mon lycée, les gens étaient assez ouverts. Les personnes qui étaient out, donc les gens qui savaient que ces personnes-là étaient gays ou lesbiennes, n'ont pas, à ma connaissance, été discriminées. Donc, c'était un environnement qui était Caché. plutôt favorable. Je savais que j'aimais les hommes, mais j'avais une apparence masculine à l'époque, et je savais que j'étais une femme, donc potentiellement j'aurais pu faire un double come-out. Mais ça me semblait complètement impossible à vivre au grand jour. Et puis en plus, je me rappelle des insultes des personnes qui pouvaient être un peu efféminées ou qui soient homo assumées ou pas, et personnes trans, il n'y en avait même pas du tout. Donc que ce soit des PD, des tarlouses, des tapettes, enfin ce genre de termes qui attaquent, et ça refroidit beaucoup. Et c'est quand on entend un peu cet univers et qu'on se dit que cet univers est relativement normal, quand soi-même on est concerné, on se dit je vais peut-être pas me mettre avec une cible sur le front, et je vais peut-être pas en parler à tout le monde, donc on le garde pour soi. Il faut avoir conscience que chaque mot est très lourd de sens pour une personne LGBTQI+, dans le sens où, par exemple, je me rappelle de ma meilleure amie
Un jour, je voulais lui dire que j'aimais les garçons, donc. Et le jour où j'avais décidé de le lui dire, j'étais donc en terminale. Elle arrive, elle me dit: «Oh, je viens d'apprendre que Julien, qui était un autre copain, est homo. J'en ai marre, tout le monde est homo autour de moi». Bah, ça m'a refroidi net et du coup, j'ai rien pu lui dire et j'ai attendu, presque 10 ans pour pouvoir lui redire plus tard. Donc il faut faire très, très attention aux mots qui ont l'air complètement anodins, mais qui peuvent être des vrais coups près pour les personnes concernées. Alors, il y a plein de choses que les établissements peuvent mettre en place, notamment la sensibilisation. En fait, je pense que dès le plus jeune âge, en fait, il faudrait commencer à sensibiliser les jeunes pour leur expliquer que voilà, c'est OK d'être qui on est, d'aimer qui que ce soit un garçon, une fille, d'être qui on est. Ça, c'est le premier message. Et puis après, continuer à passer ces messages au fil que la scolarité évolue. Et puis après, avoir peut-être un référent aussi dans l'établissement à qui on puisse aller parler pour lui dire, écoutez, aujourd'hui, voilà, j'ai été victime d'un acte homophobe, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je pense que ça peut être important pour les jeunes d'avoir aussi une ligne d'écoute à l'intérieur des établissements. Il y a la question de dégenrer l'établissement. C'est-à-dire que, je parle des toilettes, par exemple, le fait d'avoir des toilettes pour garçons, des toilettes pour filles, ça peut poser des problèmes pour des personnes qui sont en questionnement sur leur identité de genre et qui ne se reconnaissent pas d'un côté ou de l'autre. Le fait d'avoir des vestiaires aussi, il faut avoir conscience quand même que les vestiaires sont extrêmement hétéronormés. Ils sont très organisés par rapport à ça, dans le sens où on part du principe qu'on ne peut pas mettre des hommes et des femmes, ou des garçons et des filles dans les mêmes vestiaires, parce que sinon ils feraient des choses entre eux, c'est juste pas possible. Ah oui, enfin, des filles entre elles, elles peuvent faire des choses et les garçons entre eux, ils peuvent faire des choses aussi. Sauf que si on fait des vestiaires comme ça, c'est qu'on part du principe que tout le monde est exclusivement hétéro et ne peut être que hétéro. Donc, l'ouverture de ces vestiaires-là peut être aussi une ouverture pour dire, bah non, le genre, c'est pas, on s'en fiche. Vous êtes ce que vous voulez, vous êtes comme vous voulez. Vous ne devez pas être forcément classifié d'un côté ou de l'autre. Même chose sur les cours de sport. Sur les formulaires, dans quelle mesure on a besoin de remplir des formulaires où on doit donner son sexe, son genre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être assez compliquées. Puis il y a des petits réflexes. Par exemple, des professeurs qui, au moment de l'appel, appellent la personne avec monsieur machin ou madame bidule. Ça genre et ça installe la personne dans un genre et exclusivement dans ce genre-là, alors que l'expression de genre de la personne peut être beaucoup plus large que strictement un monsieur ou une madame. Donc, c'est ce genre de petites questions, de petites actions qui peuvent être intéressantes à faire. De la même façon, les listes d'appels avec les prénoms souhaités pour les personnes trans, plutôt que sur le prénom légal, ça peut être intéressant, même si parfois il peut y avoir des vraies difficultés administratives après, sur le contrôle continu par exemple, où il faudra rester sur un prénom légal tant qu'il n'aura pas été changé. Le projet aux pistes de réflexion. Le projet et la piste de réflexion, typiquement, l'échange qu'on a est, je pense, intéressant pour toutes les raisons que j'ai invoquées un peu plus tôt, parce que voilà, justement, ça ouvre le dialogue, donc ça pose des questions, ça en fait naître d'autres. En tout cas, c'est ici une réflexion autour de ces sujets, qui encore une fois sont des sujets sociétaux. Donc, c'est très important de pouvoir poser ces questions et d'y apporter des réponses. Donc ça, c'est un beau projet. Et il y en a milliards d'autres. Il y a des cinéastes, de jeunes cinéastes très talentueux qui font des films qui justement expliquent un peu ce que ça peut être que d'être homosexuel en milieu rural, au collège. Donc ça, c'est des choses qui, je crois, doivent être visionnées, projetées par les proviseurs et les directeurs d'établissement auprès des étudiants, des élèves. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment, je pense, l'éducation qui est la base de tout. C'est ouvrir le dialogue, poser des questions sans tabou, mais en faisant attention à la manière dont on les pose, parce que si tu réfléchis à faire attention à la manière dont tu poses une question, c'est déjà que tu as conscience que ta parole, elle peut avoir des conséquences. Et donc voilà, c'est ouvrir le débat là-dessus, y réfléchir, en parler ensemble, écouter les autres, essayer de se comprendre. Alors, je vais avoir 2 conseils. J'avais un peu prévu le coup. Il y a un bouquin qui s'appelle Les gens normaux. C'est une BD, je ne sais pas, je vais ouvrir un peu au milieu. C'est une dizaine de témoignages de personnes qui sont
lesbiennes, gays, bi, trans. Et donc, ce sont des témoignages qui sont mis en image et qui permettent d'avoir un tour d'horizon assez intéressant aussi de ce que peut signifier être une personne lesbienne, gay, bi ou trans. Et puis, j'aurais tendance à conseiller une série télé qui s'appelle Sense8, qui est une série qui est sur Netflix, qui a été faite par les sœurs Wachowski, qui sont les deux femmes trans qui ont fait la série des Matrix initialement, et donc ils ont fait cette série-là. Et dans Sense8, il y a 8 personnages qui sont les héros de la série et qui sont en interaction les uns avec les autres. Et dans ces héros-là, il y a un homme gay et une femme trans. Et ce qui est très intéressant dans cette série, contrairement à beaucoup de films ou à beaucoup de séries, c'est que la question de l'homosexualité ou de la transidentité n'est en soi pas une question. Ce sont des gens, entre guillemets, normaux, qui sont des héros normaux, et le sujet n'est pas ni leur homosexualité, ni leur transidentité. Ils ont une vie romantique, ils ont une vie personnelle exactement comme les personnages hétéros, et il y a cette normalité qui est installée dans cette série et qui fait du bien parce que on n'est pas obligé d'être à la limite du suicide pour pouvoir assumer son homosexualité ou sa transidentité. Ça peut très bien se passer, il faut que ça se passe bien dans ces cas-là. Donc, si on n'a que des films ou que des référentiels où on a des personnes qui sont rejetées par leur famille en permanence, ça ne va pas forcément aider les personnes qui elles-mêmes se sentent attirés par une orientation qui n'est pas forcément celle qu'ils sont censés avoir, ou qui ont une identité de genre qui ne correspond pas forcément à celle qu'on leur a assignée, à pouvoir assumer et aller plus loin. Donc, cette série-là est très positive dans ce sens-là parce qu'elle a un message de normalisation qui devrait être naturel et absolu pour tout. D'accord. Alors, moi, de mon côté, dans les films que j'ai adorés, il y a un film qui s'appelle Carole, qui raconte l'histoire d'amour impossible entre deux femmes, je crois que c'est dans les années 40. Donc voilà, donc, cet amour entre deux femmes qui était impossible, et ça devient une très belle histoire. Il y a un film documentaire qui est un peu plus récent, qui s'appelle Oriented, qui raconte donc l'histoire dans le conflit israélo-palestinien de jeunes gens des deux côtés et qui en fait tombent amoureux d'une personne de l'autre camp. Il y a une phrase dans ce film qui m'a marqué, c'est I fell in love with the enemy. Je suis tombé amoureux de l'ennemi, et je trouve que cette phrase elle est super forte, puisqu'en fait l'amour ça dépasse aussi les conflits, les guerres, etc. Donc c'est un très beau message. Et puis après, si je dois citer un dernier film, il y a un film qui s'appelle Love, Simon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film qui est tout à fait intéressant sur un jeune lycéen qui découvre sa sexualité, donc qui le garde secret au début. Et sur l'ordinateur du lycée, il chatte avec une autre personne, et en fait, il tombe amoureux de notre garçon en ligne, et il ne sait pas que c'est quelqu'un de son lycée. Donc voilà, donc ça raconte cette histoire-là, et c'est un film que je conseille fortement. Alors moi, j'ai tendance à avoir des trucs plutôt accessibles en podcast et en film. Et généralement, quand je me plonge dans un bouquin, c'est parce que j'ai écouté un podcast et que j'ai envie de l'approfondir avec un livre, en allant vraiment essayer de capter les intentions de l'auteur. Donc, des livres très accessibles sur le sujet ou accessible. Là, comme ça, j'en ai pas à conseiller. En tout cas, des podcasts, il y en a plein. J'aime bien. Alors, c'est pas nécessairement sur le sujet de l'homosexualité en tant que telle ou de la transidentité, mais c'est sur la question du genre. Et il y a un podcast de Julia Foyce, qui est journaliste chez France Inter, qui s'appelle Pas son genre. Et les émissions sont assez dynamiques. Elle pose des questions plutôt pertinentes, et elle s'adresse tout le sujet du genre, qui ne se limite pas à l'homosexualité, à la transidentité, et qui inclut aussi les causes féministes. Donc ça, c'est clairement un podcast que je vous conseille. Pour les séries, en fait, je trouve qu'on a de la chance parce qu'il y a de plus en plus de séries qui, sans adresser la question de l'homosexualité ou de la transidentité, comme ça pouvait être le cas à une époque plus lointaine. Typiquement, il y a une série qui s'appelle Queer as Folk, qui est centrée quasi uniquement sur le monde LGBT.
Et donc, on pourrait parler de séries LGBT. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des personnages LGBT dans plein de séries. Et typiquement, sur Netflix, tu n'as pas besoin d'aller chercher une série en particulier sur les LGBT pour trouver un personnage LGBT. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet de comprendre. Et alors, typiquement, je pense que je vous apprends rien, mais dans Sex Education, qui adresse justement la question de la sexualité chez les jeunes, il y a différents sujets qui a trait à la sexualité des LGBT et qui sont bien abordés parce qu'en fait, c'est fait de manière hyper naturelle, hyper spontanée et sans faire un objet d'étude. Et donc ça, je trouve très bien.